Donc, mes 3 collègues, aujourd'hui, on va vous parler de ces 3 marchés-là. Je vais juste faire une petite parenthèse sur les délégations. Ici, il y en a plusieurs d'entre vous. Là, je connais plusieurs personnes ici. Vous connaissez déjà, vous travaillez déjà avec les délégations. Donc, on a plusieurs bureaux à travers le monde. Aujourd'hui, on parle de l'Europe. Donc, je vais plus préciser nos bureaux dans l'Europe. On a à Bruxelles, à Londres, à Paris, à Barcelone, à Munich et à Rome, où on a des gens qui s'occupent vraiment d'aider les exportateurs à exporter. Donc, tout dépendant des bureaux, on a des petites équipes entre 1 à 4 personnes ou 5 personnes pour vous aider à exporter. Et notre réseau va s'agrandir en 2018. C'est plus ou moins en Europe, il va y avoir quelques ajouts, mais surtout dans des nouveaux marchés, comme par exemple en Afrique. On voit qu'il y a des nouveaux bureaux à Singapour, au Vietnam. Il va y avoir beaucoup de nouveaux bureaux en 2018, donc on a beaucoup de chance. Donc, prochaine slide. Et donc, très rapidement, c'est la liste de nos services, mais juste pour vous résumer, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour vous? Nous, on aide les exportateurs. On travaille de pair avec le MAPAC, avec le groupe Export. Souvent, les entreprises qui ne sont pas prêtes à exporter, ça va être la porte d'entrée. Ils vont les aider, ils vont leur donner de l'information de base. Un coup qu'ils sont prêts à exporter, souvent, c'est à notre tour. Donc, on leur donne des informations de base ou des fois, on les accueille quand ils viennent sur le territoire. On peut leur organiser des rendez-vous, tout dépendant aussi des délégations. Faut le savoir aussi des fois longtemps à l'avance. Bon, il me reste presque plus de temps. Donc, soit qu'on le fasse de manière collective ou de manière individuelle. On organise des missions, on accompagne les entreprises, mais si vous avez des questions après, en fait, demandez et on peut vous dire si on est capable de faire le service ou pas. Donc, mon temps est écoulé pour cette partie. Donc, la prochaine slide. Donc, moi, je couvre le Benelux. Je suis basée à Bruxelles. Nous, on est une des plus petites équipes. Je suis seule et j'ai bientôt une deuxième collègue qui arrive. Donc, prochaine slide. Donc, le Benelux, la plupart des gens le savent sans doute, c'est 3 pays. La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. C'est des très petits pays, mais c'est quand même 29 millions d'habitants. Fait que c'est quand même... C'est pas comme le Canada, mais presque comme le Canada, finalement. Mais c'est vraiment une toute petite superficie. Mais c'est assez complexe, c'est très multilingue. Il y a beaucoup de langues, mais 85% des gens dans le Benelux vont parler néerlandais, mais il y a aussi une petite région, 14% qui parlent français, et beaucoup de gens l'ignorent, mais il y a une toute petite partie qui parle allemand, et bien entendu le luxembourgeois au Luxembourg, mais il y a aussi, c'est très multiculturel, donc il y a aussi plusieurs autres cultures au travers de ça. C'est des pays qui sont très, très ouverts au commerce international, donc des marchés très concurrentiels, qui sont habitués d'importer, d'exporter. Et pour vous donner une idée, si on mettrait le Benelux, les 3 pays ensemble, dans les 3 dernières années, le Québec, c'est la région du monde, la région en Europe où on a le plus exporté, même plus que la France. Si on met les 3 pays ensemble, on comptabilise les 3 dernières années parce qu'il y a beaucoup de fluctuations à cause des différents produits. Et bien évidemment, on a juste 29 millions d'habitants, donc c'est pas pour notre marché, mais c'est vraiment un marché où il y a beaucoup d'importateurs qui réexportent à travers l'Europe et qui sont habitués de travailler avec les pays voisins, un peu plus que les autres pays qui ont vraiment des gros marchés intérieurs, qui sont plus centrés sur le marché. Au Benelux, c'est vraiment un hub logistique, d'ailleurs. Le port d'Anvers, le port de Rotterdam, c'est les plus grands les ports européens. Donc, il y a beaucoup d'importateurs qui sont près de ces ports-là et qui redistribuent, qui réexportent vers d'autres pays. Donc, et les coûts de transport sont parmi les plus bas, donc c'est vraiment une location de choix pour ceux qui voudraient implanter un centre logistique. Il y a aussi, la proximité des consommateurs, c'est l'exemple des Pays-Bas, mais on peut dire juste dans un rayon de 1000 km, il y a 244 millions de consommateurs. Et il y a un terme aussi qui dit où se concentre la banane économique de l'Europe, où se concentre le pouvoir d'achat. Et on voit, c'est ici sur l'autre image, que le Benelux est vraiment en plein milieu de cette zone-là. Donc, c'est sûr que les 2 marchés sont assez similaires. Il y a beaucoup de similitudes, mais j'ai quand même essayé de diviser les marchés en 2. Donc, des fois, j'ai parlé du Benelux, les Pays-Bas. Il y a des petites différences. Donc, on va commencer par les Pays-Bas. Juste quelques faits. Je ne vais pas parler vraiment en général du pays, mais je vais essayer d'aller, vu qu'on a très peu de temps, d'aller vraiment juste donner quelques faits saillants sur le pays. Quand je disais tantôt qu'on exportait beaucoup au Benelux, en fait, les Pays-Bas, c'est un gros morceau. Ça représente 27 %. Je dis que 35 % des 3 dernières années sont allés au Benelux. De ce 35 %-là, c'est 27 % aux Pays-Bas. Les produits, fèves de soya, préparation de légumes, beaucoup de canneberges, beaucoup de nos grandes entreprises de canneberges ont leurs importateurs aux Pays-Bas.
Et des grandes villes, ben, vous les connaissez, ben, vous connaissez, j'imagine, beaucoup Amsterdam, une ville connue pour son tourisme, aussi très pour son économie aussi. La Haye, plus administratif, Rotterdam, le port. Et aussi, ben, je pensais que c'était important de dire quelques grandes entreprises que vous connaissez sans doute tous, mais vous ne savez pas qui viennent des Pays-Bas, comme par exemple Philips, Shell, ING, Unilever, Heineken, c'est des grandes entreprises qui viennent des Pays-Bas. Et un autre fait intéressant sur les Pays-Bas, c'est que ce tout petit pays-là, c'est le deuxième plus gros exportateur agricole au monde, après les États-Unis. Donc, c'est quand même significatif. C'est aussi un grand importateur, plus de 72 milliards de dollars canadiens. Et les principaux fournisseurs, ben, c'est bien entendu les pays limitrophes, mais aussi les États-Unis, qui c'est un pays très important pour les exportations. Donc, pour vous, dans le cadre de la SCG, c'est très intéressant de voir qu'est-ce que les Américains exportent pour pouvoir comparer, puis peut-être qu'il y a des parts de marché à aller chercher. Donc, les grands détaillants, en fait, aux Pays-Bas, c'est 50 milliards de dollars canadiens. La plupart des achats se font dans les grands détaillants. La densité des magasins, c'est la plus élevée aux Pays-Bas. Et le marché, ben, c'est très structuré. Et les grands détaillants ont beaucoup de force. Je pense que les trois plus grands se partagent 83 % du marché. Et comme partout en Europe, ben, les petits détaillants disparaissent. Et à toutes les fois, il faut suivre bien les nouvelles. Il y a toujours des acquisitions. Puis ça va, dans les prochaines années, ça va être encore pire. Puis tout ça au travers de l'Europe. Il y a aussi les détaillants à escompte qui sont très populaires, ben, allemands, qui prennent beaucoup de progression. Mais il semble-t-il que là, dans les dernières années, ils ont beaucoup progressé, mais qu'ils vont aussi régresser dans les prochaines années à cause de la bonne reprise économique et c'est les prédictions. Donc. Et ben, il y a aussi, moi, je reçois beaucoup de demandes pour des produits biologiques, des gens qui cherchent à exporter des produits biologiques. Donc, je fais une parenthèse. Aux Pays-Bas, comparativement à la Belgique, c'est beaucoup mieux structuré. Ben, il n'y a quand même pas beaucoup de magasins, 365, si on compare à des voisins, là, si on regarde le Royaume-Uni ou la France, mais quand même, le plus dynamique, le grossiste le plus dynamique, donc vous, souvent, vous n'allez pas directement vendre aux chaînes de magasins, mais plutôt aux grossistes. Mais souvent, aux Pays-Bas, les grossistes sont associés à des chaînes de magasins. Donc, UDA, c'est le plus dynamique. Il approvisionne quand même des supermarchés, plusieurs entreprises, et il est associé avec Ecoplaza, qui est une chaîne aux Pays-Bas. Il y a Natudia, et même chose, associé à Naturewinkel. Il y a Odin, qui est associé à Stafet, mais aussi, ces gens-là distribuent aussi dans des petits magasins indépendants parce qu'il y en a encore beaucoup dans le monde du bio. Et nous, ben, à la délégation, on a des contacts dans plusieurs de ces grossistes-là. Et bien, très rapidement, c'est sûr qu'on pourrait en dire longtemps sur la culture des Néerlandais, mais des choses importantes à dire, c'est qu'ils sont très, très, très directs. Donc ça, des fois, pour des Québécois, on est plus ou moins... Bien, surtout quand on est habitué de faire affaire avec des Français, c'est quand même un changement. Ils vont dire vraiment ce qu'ils pensent. S'ils ne sont pas intéressés, ils vont le dire très rapidement. Des très, très bons négociateurs, donc il faut être présent. Il ne faut pas avoir peur de parler en anglais avec eux. Il y a même des fois mieux parler anglais que leur propre langue. Donc, c'est vraiment pas un problème. Ils sont fiers de leur culture. Ils sont aussi fiers de leur gastronomie, même si au travers de l'Europe, souvent, la gastronomie néerlandaise a un peu... pas une très bonne vue, mais eux sont quand même fiers de ça. Et en fait, ils préfèrent ça, si je le dis je vois souvent les entreprises québécoises qui vont les téléphoner directement, mais ils aiment toujours mieux se faire contacter par email. Et quand ils connaissent pas les gens, surtout, puis souvent, ben, plus que d'autres pays ou plus qu'en France, ils vont vraiment lire leur email puis répondre souvent, même s'ils connaissent pas. Ils aiment beaucoup le Canada, donc ça arrive, ça peut peut-être pas toujours, mais c'est toujours bon de contacter par courriel. Si la personne ne répond pas, de téléphoner, mais de vraiment faire une prochaine approche. La prise de rendez-vous, ben, de le faire longtemps d'avance. C'est des gens qui s'organisent très bien. Et ben ça, je le vois souvent des entreprises québécoises qui veulent rencontrer les gens super tôt. Ça, je pense que c'est un peu pareil partout en Europe, mais jamais essayer de prendre des rendez-vous avant 10 heures. Aussi, de ne pas se surprendre, ils font beaucoup de commentaires. Si vous présentez vos produits, ben, ils peuvent vous dire qu'ils sont vraiment pas beaux, vos produits, ou ils sont très directs, puis après, ils amènent vraiment des commentaires constructifs, ils vont donner des conseils. Et ben, la modestie aussi, ça va pour la Belgique, ça va pour d'autres pays. Dire que vos produits, c'est les meilleurs au monde, ben, pour eux, vous n'avez pas goûté tous les produits. Il faut rester modeste. Donc, la Belgique, tu peux y aller. Donc, quelques faits. Ben, la Belgique, c'est quand même 8 % des parts de marché. Des produits, ben, des viandes, des bleuets sauvages, des substances protéiniques, mais plusieurs autres produits aussi. La Belgique, comme Michel l'avait expliqué tantôt, c'est très complexe, en fait. Il y a 3 régions, il y a 3 communautés.
flamande, française, germanophone. Il y a la Flandre, il y a Bruxelles. Parfait, je vais aller plus vite. Il y a la Wallonie. Donc, et aussi, ben, c'est reconnu, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, ben, c'est que c'est reconnu comme un marché test en Europe. Donc, avec toute cette mixité de culture germanique, latine, ben, plusieurs entreprises, c'est vraiment un marché test idéal. Et un autre point, ben, il y a plusieurs Québécois qui vont penser qu'en Belgique, ben, la Belgique m'intéresse parce que c'est un marché francophone, mais 57% de la population belge est flamande, et c'est surtout ces gens-là qui importent vos produits. Donc, pour le marché des détails, en fait, les grands détaillants en Belgique, c'est Colruyt qui est le plus grand détaillant, mais c'est un peu comme aux Pays-Bas. C'est quelques acteurs, donc Delhaize, Colruyt, Carrefour, qui contrôlent le marché. Et même chose pour les détaillants escomptes qui ont connu une croissance, mais que maintenant, ils vont sûrement connaître une décroissance dans le futur. Et les grands, contrairement à nos voisins, il y a peu d'hypermarchés au Benelux, contrairement. Et comme nos voisins aussi, les petits magasins indépendants disparaissent et le marché se consolide. Donc, pour ce qui est du bio, semble-t-il que c'est beaucoup moins structuré en Belgique, en France ou dans d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de magasins indépendants, mais il y a quand même des petites chaînes, des petits grossistes, comme par exemple ben, Bioplanète, qui est un des plus gros. C'est associé avec quand je vous disais que Colruyt avait la plus grande part de marché, bien, le Bioplanète est une chaîne de Colruyt, donc où il y a tous des produits bio, et c'est quand même des magasins grande surface. Et aussi, en bas, j'avais mis la liste des grossistes. Et c'est aussi, encore une fois, des gens chez qui on a des contacts, avec qui on peut mettre, qui importent des produits biologiques. Il y en a plusieurs en Belgique. Donc, la culture belge, très rapidement. C'est difficile de décrire la culture belge parce qu'il y a 3 régions, puis les 3 régions sont complètement différentes. Donc, la ponctualité, tous les éléments varient vraiment d'une région à l'autre. Il y a un côté plus germanique, un côté plus francophone. Et les gens oublient souvent, mais les Bruxellois, c'est que la 3e région, ils se disent vraiment qu'ils ont une culture différente. Donc, souvent, des gens vous disent, êtes-vous flamand, êtes-vous wallon, mais ils sont vraiment bruxellois. Donc, et tantôt, je parlais des Néerlandais qui étaient très directs. Les Belges sont beaucoup moins directs que leurs voisins. Et pour ce qui est il y a beaucoup de Québécois qui vont avoir tendance, qui vont vouloir parler en français avec des Flamands, des gens qui viennent de Flandre. Et en réalité, ils aiment beaucoup mieux, ils se sentent beaucoup, surtout dans un contexte d'affaires, il vaut mieux parler en anglais. C'est sûr qu'ils peuvent après changer en français. Puis si vous voyez que la personne est à l'aise en français, allez-y, mais c'est toujours, ils se sentent beaucoup mieux d'égal à égal si vous parlez en anglais. Et aussi, ils sont très touchés par des témoignages. Ici, on connaît beaucoup la Belgique quand même, mais il faut faire attention aussi des fois, il y a des trucs qui sont très francophones donc il faut un peu faire un témoignage sur le bon côté de. Tu peux y aller. Donc, très rapidement sur les marques privées. Pourquoi je parle des marques privées? Parce qu'on a un des plus grands salons de marques privées à Amsterdam à chaque année, qui est le PLMA, comme un peu aux États-Unis, où il y a beaucoup de Québécois qui participent. Et comme vous le savez, bien, mes collègues vont dire la même chose aussi. En Europe, les marques privées, c'est en très forte croissance. Et tu peux y aller. Et en fait, ça a changé beaucoup des dernières années. Avant, c'était la marque privée, c'était une marque un peu bas de gamme. Et ça, c'est vraiment en décroissance. Puis maintenant, c'est les marques privées, mais vraiment de luxe, sans gluten, avec des beaux packaging. C'est vraiment complètement différent. Et ça, c'est vraiment en très forte croissance. Donc, ben, le problème, c'est que ces marques-là, privées, sont très fortement soutenues par les grands détaillants. S'il y a des magazines, des promotions, c'est toujours sur ces produits-là. Fait que c'est difficile au niveau marketing pour les autres produits parce qu'évidemment, ces produits-là ont une plus grande profitabilité. Puis là, vous le savez, ben ça a certains avantages, mais c'est aussi très difficile parce que c'est le prix, il faut être compétitif. Puis ça va pas devenir plus facile, ça va juste devenir de plus difficile, mais il y a des très belles opportunités. Donc, et pour aussi, ben, il y en a qui choisissent, là, c'est l'industrie des services alimentaires. En Europe, on va dire le food service. Il y a les grands détaillants, mais il y a aussi ça qui est un marché important. Ça représente 25% de l'industrie. Puis avec les tendances, maintenant, les gens mangent de plus en plus à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une tendance qui va vers la hausse. Et ben, il y a plusieurs grossistes. Mais en fait, les gens, souvent, les grossistes, c'est pas eux nécessairement qui vont acheter vos produits. Souvent, les entreprises québécoises vont s'adresser à eux, mais il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'importateurs. Après, l'importateur, surtout pour les produits qui ne sont pas des produits frais. Donc, c'est normal, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs. Donc, pour le prix, pour calculer son prix, c'est important.
Et l'industrie de transformation, en fait, le Benelux, surtout aux Pays-Bas, c'est vraiment, souvent on parle beaucoup d'exporter des produits finis, mais les ingrédients alimentaires, tous les plus grands traders, importateurs d'ingrédients alimentaires, souvent sont aux Pays-Bas. Donc, c'est un marché vraiment intéressant si vous êtes dans ce secteur-là. Des plus grandes entreprises mondiales de production alimentaire se retrouvent aux Pays-Bas. Je l'ai indiqué ici, 4 des plus grandes entreprises, j'ai nommé quelques exemples. Donc, c'est un marché assez important si vous êtes dans ce secteur-là. Les gens n'achètent pas, à part quelques grandes entreprises, les ingrédients en direct. Donc, ils font affaire avec des importateurs. Et encore une fois, on a des contacts chez différents importateurs selon les différentes gammes de produits. Et encore là, c'est intéressant de voir un peu ce que les États-Unis exportent actuellement aux Pays-Bas pour voir, il y a beaucoup d'opportunités là, à ce niveau-là. Donc, très rapidement, le portrait des consommateurs. Les Belges sont beaucoup moins ouverts aux nouveautés, surtout des nouveautés provenant de d'autres pays, que les gens des Pays-Bas vont vraiment prendre et ajouter de nouvelles choses dans leur gastronomie. Et en fait, aux Pays-Bas, c'est là que les aliments coûtent le moins cher et ils sont très, très, très économes. Donc, c'est quelque chose à quand même considérer. Mais tout ce qui est prêt à consommer, c'est vraiment très fort hausse pour des tendances que vous connaissez. C'est la même chose ici. Mais les gens, quand même, vont vraiment opter pour des trucs prêts à manger, mais la santé est quand même très importante. Et un autre aspect très, très, très important, c'est l'emballage. C'est très important de manière générale en Europe. Et les gens sont vraiment prêts à payer plus cher. C'est important d'avoir des beaux produits. Et ça, c'est souvent un aspect que je vois. Et c'est pas nécessairement un beau packaging, n'est pas nécessairement qu'est-ce qui est un beau packaging pour nous au Québec. Donc, les tendances, les goûts sont un peu différents. Donc, c'est important de vraiment bien adapter son emballage. Donc, les grandes tendances, je vais y aller très rapidement. On en a parlé tantôt. Et en fait, je me rends compte qu'on a un peu les mêmes tendances un peu partout. Mes collègues vont sûrement vous dire la même chose. Donc, très rapidement. Le bien-être, la santé. Là, en fait, j'ai mis en néerlandais, mais souvent on dit groen, c'est tout ce qui est vert, tout ce qui est santé, gezond, geniet, c'est s'amuser en mangeant. Et aussi la facilité, on a moins de temps, donc il faut que tout soit facile. Et bon, le bien-être et la santé, par exemple, les superfruits. J'ai vu un article de journal qu'en Flandre, l'année passée, ça a augmenté les bleuets, les myrtilles, de 500 % la consommation. Et c'est surtout qu'il y a une personne c'est celle qui vend le plus de livres de cuisine, c'est une ancienne Miss Belgique, Pascale Nassen, qui est très connue et qui a mis beaucoup les superfruits de l'avant. Et en Flandre, ça a vraiment explosé. Et donc, la santé, c'est très important. Le bio. Et aussi, tantôt, comme on l'a dit aussi dans les premières présentations ce matin, les végétariens, mais aussi on a dit flexitariens, la dame a dit ça ce matin, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup de moins, c'est pas des gens qui sont nécessairement végétariens, mais qui mangent de moins en moins de viande, je me dépêche, moins de repas par jour, donc les collations, les snacks, et sans gluten, les produits sans allergènes, c'est un peu comme ici finalement. Et l'importance de la digitalisation, c'est important aussi en tant qu'entreprise de savoir comment percer aussi de manière digitale. C'est qui les blogueurs, c'est qui les influenceurs, j'ai mis quelques noms. Et les commandes en ligne de nourriture ont explosé. En Belgique, contrairement aux autres pays, les gens ne commandent pas nécessairement en ligne à leur épicerie, mais il y a beaucoup les food box qu'on appelle, de commander en ligne, Deliveroo et tout. C'est vraiment rendu au moins un repas par semaine par famille au Benelux. Donc, ça l'explose, mais pas encore la commande de commander vraiment son épicerie. Donc, vite, une parenthèse sur l'alcool. De 20 InBev a annoncé que 20 de ses produits en 2025 n'auraient plus d'alcool. Il y a vraiment une hausse de produits sans alcool. Donc, il y a peut-être des opportunités dans ce secteur-là. Les Belges aiment toujours mieux boire des bières artisanales brassées près de chez eux. C'est presque la moitié. Il y a aussi une forte croissance du gin qui a surpassé le whisky, même si le whisky reste le premier spiritueux. Mais en termes de volume, le gin l'a vraiment surpassé. Les gens boivent moins, mais beaucoup mieux. Donc, opportunité pour le Québec, pour les entreprises. Ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin. Sur notre marché au Benelux, tout ce qui est collation santé, protéinée, 30 secondes, petits fruits, ingrédients santé, les produits de la mer, légumineuses, les spiritueux, nourriture pour animaux. Tu peux y aller.
Donc, quelques conseils très, très rapidement. Bien, le marketing, c'est très important. Trouver les bons partenaires. Puis, quand je dis marketing aussi, bien, nos partenaires, il faut les supporter, il faut avoir de l'argent. Des fois, il y a des nouveaux produits, les gens ne les connaissent pas. Il faut vraiment mettre les moyens nécessaires. Il faut visiter régulièrement les gens, y aller plusieurs fois, participer au salon. Et aussi, c'est beaucoup des choses qu'on a parlé ce matin. Donc, une petite mini-parenthèse, je veux juste dire aussi que les Pays-Bas, c'est des acteurs mondiaux du développement de la construction de machines de transformation alimentaire. C'est aussi important dans le CETA. On a toutes ces entreprises européennes qui vont exporter sur notre territoire. Donc, des fois, ça peut être intéressant d'aller aux Pays-Bas, pas juste pour exporter, mais aussi pour regarder les nouvelles technologies qu'ils ont. Donc, un petit peu, très rapidement. Donc, vite, rapidement, quelques salons qui s'en viennent sur notre territoire. Horeca, c'est plus pour plus pour des équipements, peut-être, au niveau de l'Horeca. Quand il dit Horeca, c'est les restaurants et l'hôtel et le catering. Et le Tavola, c'est un salon très intéressant d'épicerie fine. On va peut-être organiser une mission avec le MAPAC, qui est en mars 2018. Le salon Seafood, qui est un salon comme celui qu'il y a à Boston, donc que nos amis de Gym Export connaissent très bien. Et Intrafood, qui est plus un salon à Gand pour des ingrédients. Donc, et aussi, on est présent dans des salons ailleurs en Europe où il y a beaucoup, beaucoup de gens des Pays-Bas et du Benelux de manière générale qui sont là. OK. Donc, merci. J'ai mis ici des petites photos de produits alimentaires du Benelux. Des fois, on pense que c'est vraiment pareil, mais ils ont aussi leur petite spécialité. Bonjour, mon nom est Justine Pavlec et je suis directrice des services économiques à la Délégation générale du Québec à Londres. Auparavant, j'étais à la délégation générale du Québec à Bruxelles. Et puis, vous avez peut-être connu l'attaché commercial qui s'occupait de l'agroalimentaire, qui a pris sa retraite là, il y a quelques temps, là, qui était Andrew Turley, là, qui s'est occupé là, de plusieurs des entreprises du Québec, surtout dans le secteur de l'agroalimentaire, là, que j'ai repris. Donc, on est situé à Londres. On couvre le territoire du Royaume-Uni, mais également de l'Irlande et des pays nordiques. Donc, Suède, Norvège, Finlande, Danemark et l'Islande. À Londres, on est là depuis 54 ans. Aujourd'hui, pour la présentation, je vais me concentrer sur le marché du Royaume-Uni parce que là, vous comprendrez que tous ces marchés-là, là, ils sont très différents. Là, puis dans le temps qui m'est alloué aujourd'hui, je vais plus spécifiquement parler du Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni, c'est un marché très important, prioritaire pour le Québec. C'est 65 millions d'habitants en 2016. Le poids aussi dans l'Union européenne, c'est important, 12,6 % de la population de l'Union européenne. 65 millions aussi, là, par rapport au Canada, c'est ça, c'est beaucoup. C'est un État qui est constitué de 4 territoires, donc l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et donc, il y a un certain pouvoir aux régions. Aussi, ce qui veut dire aussi des consommateurs qui sont aussi un peu différents dans chacune des régions, mais qu'on peut quand même considérer là, avec des habitudes, disons, anglo-saxonnes. Un pays qui est fortement intégré au niveau européen et mondial, mais un regard insulaire. Il reste que le Royaume-Uni, ils sont pas sur le continent et on le sait aussi qu'il y a disons que ils souhaitent affirmer leurs différences aussi par rapport à ça. Donc, vous le voyez, on le voit bien sûr présentement avec le Brexit. C'est quelque chose aussi là, où ils voulaient, où la population souhaitait s'affirmer à ce niveau-là. C'est un important pays agricole et agroalimentaire. Donc, au niveau de l'agroalimentaire, 3e en Europe. Et puis, au niveau de l'agriculture, c'est les 5e en Europe. Aussi, au niveau des régions, on le sait, là, il y a beaucoup de produits agroalimentaires qui sont associés aux régions. On pense au saumon de l'Écosse. On pense aussi, là, bien sûr, à peut-être aussi la viande de bœuf, les céréales. Ça c'est donc des productions aussi qui sont locales. Et bien sûr, le cheddar britannique, les différents fromages qui sont produits au Royaume-Uni.
Quand on parle du Royaume-Uni, bien sûr, on doit parler de Londres. Londres, qui est le principal moteur économique, mais également une capitale touristique mondiale qui a surpassé Paris. Quand on parle d'une capitale aussi touristique mondiale, bon, on s'imagine bien que c'est beaucoup, beaucoup de restaurants, donc beaucoup, beaucoup de dépenses en alimentaire au niveau des restaurants. L'essor de la restauration londonienne ne faiblit pas, c'est très diversifié. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là aussi pour investir dans les restaurants, une soixantaine de restaurants étoilés, cuisine et ingrédients du monde. Hein. Londres, c'est une ville très, 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 très cosmopolite. On retrouve aussi des ingrédients là, ethniques chez les grands détaillants comme Tesco, Asda, tout ça, des sections qui sont spécifiques là, pour les produits ethniques. Autre centre aussi, quand même, là, vous le voyez, j'ai nommé là, plusieurs autres villes aussi qui sont importantes là, au Royaume-Uni, donc dans les différentes régions aussi, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. Quelques mots, M. Audet en a parlé ce matin, le Brexit. Juste une chronologie rapide, mais quand même qui amène une certaine incertitude présentement sur le marché, malgré que en 2016, il y a quand même le Royaume-Uni a connu la croissance et les indicateurs économiques ne sont pas nécessairement mauvais. Il y a un taux de chômage qui est encore relativement bas. Donc, c'est sûr que la confiance des consommateurs, par contre, elle est plus faible qu'avant, je veux dire, elle est plus faible maintenant qu'avant le Brexit. Et il y a une certaine incertitude et l'inflation aussi, là, récemment augmenté. Donc, ça, c'est un impact qu'on va voir là, sur le marché. Par contre, c'est business as usual pour l'instant. Quand on a parlé beaucoup ce matin du CETA, donc le Royaume-Uni, bien sûr, fait toujours partie de l'Union européenne. Et quand on parle du CETA et puis des exportations et des importations avec les autres pays européens ou dans le cadre du CETA avec l'application le 21 septembre, c'est business as usual. Mais juste pour parler, par contre, un impact qu'on a vu, par contre, c'est l'affaiblissement de la livre sterling. Donc, ça, c'est majeur. Entre 2015 puis 2017, je l'ai mis juste sur 2 ans. Donc, j'ai pris du 1er septembre 2015 à la semaine passée quand j'ai fait la présentation. Et, bien, vous le voyez, le top qu'on voit là à peu près vers le 1er janvier 2016, donc avant le vote du Brexit, c'était à 2 pour 1 au niveau du dollar canadien. Et là, récemment, on avait vu avant les élections générales de juin qu'il y a eu au Royaume-Uni, on avait vu ça à peut-être, plutôt un peu avant, on a vu qu'il est descendu à 1,59, donc vous passez de 2 à 1,59, et ça l'avait remonté un peu avant les élections, et d'ailleurs, les dernières élections ont amené de l'incertitude avec l'élection de Mme May, mais avec un gouvernement conservateur, mais en position minoritaire, a amené beaucoup d'incertitudes sur le marché. C'est quelque chose à considérer, bien sûr, quand on exporte nos produits, parce que là, à ce moment-là, les produits québécois qui semblaient peut-être moins chers aux yeux des Britanniques, là, tout d'un coup, ne sont plus aussi moins chers qu'ils l'étaient à cause de cet impact-là. Donc, rapidement, bon, les caractéristiques du marché sont quand même semblables aux autres marchés européens. Toutefois, il reste que le marché du Royaume-Uni est très, très élaboré. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs et c'est extrêmement compétitif. Les produits de marque privée, on l'a dit, sont de plus en plus importants. La popularité des produits préparés aussi est prêt à cuisiner. On a des marques, je vais en parler un peu plus tard, comme Marks & Spencer, qui sont des marques premium, qui sont que sur
qui sont que sur pratiquement des produits préparés et des produits prêts à cuisiner. Donc, ça prend de plus en plus d'importance. C'est sûr que beaucoup de personnes vont vous dire aussi c'est à cause de Londres. Londres, où on retrouve là, où on retrouve là, des magasins qui sont de plus petites superficies, où on retrouve beaucoup de célibataires qui habitent, ou des célibataires ou en couple qui travaillent beaucoup, qui recherchent des produits qui sont prêts à manger. Donc, je me suis amusée quand même à retourner à l'université et puis à faire une petite analyse, SWOT, donc sur l'offre québécoise. Donc, je pense que les forces de l'offre québécoise, c'est les produits à forte identification avec le Québec et le Canada. Le Canada est bien connu au Royaume-Uni. Il y a des produits qu'on le sait qui sont des produits canadiens, bien sûr, comme les fruits secs, les produits à base d'érable, riz sauvage, homard, crevettes, cheddar canadien. Donc, ça, c'est des produits qui sont que les Britanniques connaissent bien. Pour l'érable, c'est le premier produit exportateur au Royaume-Uni. Donc, l'érable est le produit que le Québec exporte sur le Royaume-Uni. Aussi, au niveau des forces, c'est qu'on partage quand même une histoire commune et des goûts similaires. Ça, c'est notre héritage anglo-saxon. Puis, c'est une force là, pour l'offre québécoise. Et puis, bien sûr, le symbole de la feuille d'érable, qui est un symbole là, très bien connu. Par contre, bon, les faiblesses, bien sûr, d'avoir la distance, parfois les barrières culturelles quand même, et puis, bon, de langue entre peut-être le français et l'anglais, malgré que, bon, au Québec, je veux dire, en affaires, c'est l'anglais, on a bien l'habitude aussi. L'adaptation des produits et des emballages, et puis des fois, l'image d'un produit qui n'est peut-être pas assez connu. Après ça, bon, les opportunités du contexte économique, c'est que, bon, malgré, comme on disait, le Brexit, la conjoncture économique, elle est quand même favorable. Et puis, les détaillants, par exemple, ont une vision à long terme, donc veulent quand même établir des liens, des relations à long terme avec les fournisseurs. Donc, ça, c'est quand même une opportunité parce que il y a l'incertitude du Brexit et puis ils veulent vraiment s'assurer qu'eux aussi passent à travers de ça. C'est pour ça qu'ils sont prêts maintenant à regarder plus à long terme avec leurs fournisseurs. Aussi, une des opportunités, c'est le développement et la demande de produits haut de gamme. Donc, on parle là, bien sûr en marque privée. Il y a beaucoup d'investissement qui est fait à ce niveau-là. Donc, de travailler avec les marques pour ça, c'est une opportunité. Bon, je le répète encore, bon, incertitude, au niveau des menaces, incertitude liées au Brexit, oui. Et puis, liées au CETA aussi, veut pas. Est-ce qu'il y aurait aussi une entente de commerce suite, disons, quand le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne? Est-ce qu'il y aurait une entente de commerce qui serait signée avec le Canada ou qui serait... Est-ce que ça se ferait rapidement suite à ce que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Donc, ça, c'est à voir. Aussi, une des menaces, c'est le contexte de guerre des prix des 4 leaders des enseignes et puis des enseignes à rabais. Comme je vous disais, le marché est très, très compétitif et puis il y a une grosse guerre de prix qui est présentement et l'affaiblissement de la livre sterling. Pour vous dire un peu la taille du marché, les dépenses alimentaires totales des consommateurs britanniques étaient estimées à 203 milliards. C'est énorme. J'ai essayé de regarder ce chiffre-là aussi dans plusieurs études parce que je trouvais que c'était beaucoup. J'ai trouvé aussi une autre étude de Euromonitor qui me le disait, je pense, à 164 milliards. Puis là, il fallait voir qu'est-ce que ça l'incluait dans les dépenses. Donc, est-ce que ça l'inclut toutes les dépenses qu'on fait à l'épicerie, qu'on fait, par exemple, aussi en boissons alcooliques. Et également, là, eux incluaient dans ce chiffre-là également toutes les dépenses dans les restaurants, quand on va acheter son café, etc., etc. Donc, c'est pour ça que le montant est assez élevé. Donc, comme je disais,
57 % qui étaient au niveau des commerces de détail, et puis 43 % qui on disait que là, c'était plus les livraisons à emporter, la restauration rapide, les cafés, bars, camions de rue. Voilà. Pour les différents joueurs au Royaume-Uni, donc les 4 leaders, c'est Tesco, Sainsbury, Asda et puis Morrisons. Ces quatre joueurs-là se livrent une guerre de prix incroyable. Ils ont aussi comment je pourrais dire, ils se retrouvent sous différentes formes. Donc, autant comme marché de proximité, comme hypermarché. Donc, Tesco, on le retrouve autant comme un dépanneur de quartier, pratiquement, que sur une surface immense. Bon, Sainsbury aussi, la même chose. Asda, qui était britannique, qui a été racheté là, par le groupe américain Walmart. Donc, ça, des fois, si vous travaillez déjà avec Walmart aux États-Unis, ça, c'est sûr que si vous approchez Asda sont très intéressés, là, bien sûr, de le savoir. Et puis Morrison, qui est une enseigne britannique aussi, qui est là depuis je pense, c'est ça, eux, depuis 1800 quelques, en tout cas, qui sont très connus. Voilà. Les autres différents joueurs, c'est les enseignes à rabais, donc Aldi, Lidl, Iceland. Donc, Aldi, Lidl, les Allemands, qui prennent de plus en plus de place. Et puis, les autres enseignes, c'est les enseignes premium, entre autres, comme Waitrose, Marks & Spencer, qui sont environ stables ces temps-ci, qui s'en sortent pas trop mal, mais on trouve aussi d'autres joueurs qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont quand même ce qu'on appelle, nous, des vitrines. Par exemple, avoir son produit chez Harrods à Londres, c'est quand même une belle vitrine pour un produit, par exemple, haut de gamme québécois. Là. Donc, c'est pas du gros volume, mais c'est que tout le monde connaît Harrods, fait que ça donne des fois une vitrine pour entrer, des fois chez d'autres marchands. Voilà. Rapidement, les parts de marché. Donc, Tesco que vous voyez en premier, qui est avec 27,8 %. La semaine passée, on a eu les dernières statistiques. J'avais déjà fait le tableau. On a eu les dernières statistiques. Qu'est-ce qui est arrivé? La nouveauté qu'il y a eu, c'est qu'en 7e, il y avait Waitrose et puis en 8e, c'est Lidl. Et puis Lidl a, comme vous voyez, là, j'ai juste mis les 2 articles, entre autres, là, dans le Télégraphe. Et vous voyez que Lidl a dépassé maintenant Waitrose, la marque britannique, donc une enseigne à rabais là, qui est allemande qui est allée chercher, là, gruger les parts de marché encore d'enseignes britanniques. Voilà. Les autres joueurs aussi, c'est ceux qu'on appelle les pays à emporter. Oh mon Dieu, OK. Pourquoi Tesco aussi s'en sort pas trop mal, c'est qu'il a fait l'acquisition récemment là, de Booker, là, qui est comme, dans le fond, une espèce dans les grossistes. Là. Je vais essayer d'aller plus loin parce que je veux quand même... Oui, OK. Ouais. Une des tendances aussi que je trouvais intéressante, c'était le luxe à rabais. Donc, ce qui a été intéressant, c'est de voir en novembre dernier un homard vendu à 2,99 livres sterling chez Lidl. Fait que ça, c'est comme une nouvelle tendance qu'on voit qui est comme très, très difficile au niveau des marges puis tout ça de voir, mais c'est ça qui se passe sur le marché tellement les gens sont très compétitifs. Bon, je veux vraiment parler de ça. Les ventes au détail en épicerie sont en forte hausse. Sur le Royaume-Uni, là, c'est très bien établi, mais depuis toujours, pratiquement, parce qu'on dit Ocado, là, où on commande en ligne, ou par exemple, je parle là, mais les employés de la délégation, pratiquement tout le monde fait son épicerie en ligne à Londres. C'est établi depuis toujours, plus mature que l'Allemagne, et c'était là avant les États-Unis. Et puis, on pense que ça va encore beaucoup augmenter. Et c'est pour ça que Amazon Fresh a bien vu l'opportunité qu'il y avait, parce que lui, il rentrait dans un marché mature qui était déjà établi, qui existait depuis longtemps, les ventes en ligne. Donc, ça veut dire que les gens avaient l'habitude de commander en ligne. Donc, Amazon Fresh a fait le saut. Pour rapidement là, sur Amazon Fresh, le Royaume-Uni était déjà le 2e marché d'Amazon après les États-Unis.
En 2017, Amazon prévoyait engager 5000 nouveaux emplois pour travailler sur ces plateformes, incluant Amazon Fresh. C'est maintenant aussi quelque chose qui est disponible là, pour 250 codes postaux au Royaume-Uni, dont plusieurs qui font la livraison le jour même. Donc, j'ai fait le test, moi, à la maison. C'est très, très, très facile. Ils livrent de 7 h le matin à 23 h le soir, 7 jours sur 7. Et ils peuvent aussi... le concept aussi, c'est qu'ils peuvent, par exemple, moi, pour un brunch le samedi matin, je pouvais à la fois commander mon pain de telle boulangerie, aller chercher les charcuteries d'un autre, disons, détaillant italien, et ils condentent, en fait, ils vont chercher chez chacun des commerçants et c'est livré chez moi. Donc, ils ont fait peut-être la tournée des, disons, 6 magasins que le consommateur aurait fait en temps régulier. Et puis là, ben, l'impact de l'acquisition de Whole Foods, ben, on le verra, c'est à venir. Tout le monde se pose la question là, de ce que ça aura sur le marché. Bon, avant d'exporter, il y avait donc la norme au niveau de Food Safety, le BRC, qu'on a vu aussi ce matin, qui sont exigées souvent par les grandes chaînes. L'étiquetage, j'ai mis le lien pour aller voir, c'est très bien expliqué sur le site du gouvernement britannique, donc je sais que la présentation sera disponible, donc allez voir sur le site Internet là, concernant l'étiquetage. Et puis également, au niveau de la TVA, là, aussi la même chose, j'ai précisé là, quand ça s'applique. Je termine avec les foires commerciales qui sont prévues sur le territoire. Donc, voici la liste. Et les autres ressources aussi qui sont... là, j'ai mis... j'en parlais, je pense, avec les producteurs de l'érable, mais ça, c'est une des ressources que nous, on utilise beaucoup à la délégation. Ils ont sorti il y a 2 ou 3 semaines le sirop d'érable qui est en hausse encore cette année là, de 15,4 %. Et bon, voici nos médias sociaux pour de la délégation. Merci beaucoup. Bonjour, donc, je suis Vanessa Antoniani de la délégation du Québec à Rome. Je m'occupe des affaires publiques et institutionnelles. Je vais commencer par un portrait de l'Italie. D'abord sa position, donc vous la voyez au cœur de l'Europe, mais plongée vers la Méditerranée. L'Italie a une population de 60,6 millions de personnes, d'habitants, ce qui en fait le 23e pays le plus peuplé au monde. C'est la 8e puissance économique au monde, la 4e dans l'Union européenne, et elle se classe 12e dans l'Union européenne en termes de PIB par habitant. Comme vous voyez, le taux de chômage est assez élevé et en réalité, il augmente plus auprès des jeunes, où il arrive à 30%. Ici, je vous montre les échanges globaux entre le Québec et l'Italie. Pour vous montrer qu'en fait, l'Italie nous vend 7 fois ce que nous lui vendons. Donc, il y a un déséquilibre important à combler. En fait, depuis plus de 10 ans, l'Italie se classe toujours parmi les 10 premiers partenaires commerciaux du Québec. Et la valeur des échanges entre le Québec et l'Italie représente 26,8% des échanges de marchandises entre le Canada et l'Italie. Lorsque l'on parle des échanges Québec-Italie de produits agroalimentaires, eh bien, la différence est toujours là. On voit que 11% de nos importations de l'Italie sont justement des produits agroalimentaires, dont 8,4% des vins et des alcools. Le reste, ce sont des fromages, de l'huile d'olive et du café. Pour ce qui nous concerne, en fait, le quart de nos exportations agroalimentaires vers l'Italie sont des céréales et notamment du blé, suivi par du soya, environ 20%, du poisson et des crustacés pour un 11% et du sirop d'érable pour un 9%.
Donc, en fait, l'industrie alimentaire est la quatrième en importance en Italie après le secteur sidérurgique, le secteur textile et le secteur de la transformation du bois. Le secteur agroalimentaire, vous voyez, on compte 61 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de 104 milliards d'euros. Le secteur agroalimentaire a fait preuve d'une bonne tenue pendant les années de la crise 2008-2009 et ce tant en termes d'occupation que de productivité et d'exportation. Depuis 7 ans, l'industrie alimentaire est le secteur en plus forte croissance en Italie, ce qui en fait donc un secteur propulseur pour l'économie. Et la tendance se reconfirme en 2017, car on estime que l'année se terminera avec une croissance du chiffre d'affaires de plus 10,9 milliards d'euros et une augmentation de 5% des exportations. Mais bon, donc vous l'avez vu, 61 000 entreprises nous dit que le tissu industriel italien est constitué principalement par des petites et moyennes entreprises, et quelques grands, donc juste quelques entreprises plus structurées qui, ici je vous ai mis les 3 groupes les plus importants, qui juste à eux 3 couvrent quasiment 9% du marché. Ça nous donne un peu une idée de c'est ça, le système est très morcelé et très localisé. Donc les piliers du marché agroalimentaire italien sont d'abord l'identité. J'imagine que vous connaissez le Made in Italy, en fait, que l'on parle de produits manufacturés de la mode ou de produits agroalimentaires. Les produits italiens sont parmi les plus imités dans le monde. Et donc, la réponse des producteurs italiens a été justement le renforcement identitaire. Depuis 2009, le Made in Italy est vraiment discipliné par une loi. Donc, pour pouvoir avoir la marque de Made in Italy, il faut que le produit soit entièrement donc produit, manufacturé et transformé en Italie. Ce qui me fait penser que on ne pourra pas aller en Italie avec un produit du Québec qui porte un nom qui rappelle l'Italie. Ça va jamais marcher. Le deuxième pilier donc, du marché agroalimentaire italien, qui est très lié au premier, est l'exportation. En fait, 70% des entreprises du secteur agroalimentaire sont présentes sur les marchés étrangers et 76% des produits alimentaires transformés sont destinés à l'exportation. Et enfin, l'innovation, qui, par le passé, en fait, si une petite entreprise avait les capitaux pour s'améliorer, elle aurait eu tendance à essayer de s'améliorer en termes de dimension. Là maintenant, l'innovation est plutôt en termes d'amélioration de la qualité des produits et du processus de transformation des produits. Donc, en fait, au cours des 5 dernières années, plus de 50% des industries alimentaires a fait des investissements justement visant tant la qualité des produits que des processus de transformation. 62% a investi pour améliorer le design et l'emballage, qui est toujours très important, mais on l'a vu partout en Europe. 40% a fait des investissements visant l'impact environnemental de ces activités et 38% a fait donc des investissements pour optimiser l'emploi des ressources. Donc le souci écologique est très senti et perçu en Italie. Pour ce qui concerne la distribution alimentaire, en fait, au cours des 10 dernières années, le système de distribution du secteur agroalimentaire a vécu des profondes transformations et une grande expansion qui se sont traduites par l'effondrement du système traditionnel et l'affirmation de la distribution organisée. Malgré ces changements, le système italien reste en retard par rapport au reste de l'Europe. Et il est morcelé
tant en termes de distribution territoriale, donc il y a des grandes différences entre le nord et le sud de l'Italie, qu'en termes de typologie des points de vente. Si par exemple en France, il y aura les hypermarchés dominent et en Allemagne, ce sera plutôt les discounts. En Italie, il y a un peu toutes les typologies de points de vente. Également, donc, dans le nord, il y aura plus d'hypermarchés. À fur et à mesure que l'on descend vers le centre et vers le sud de l'Italie, ça va être plutôt des petits points de vente, des petites épiceries plus traditionnelles. Donc ce retard dans l'évolution du système de distribution en Italie a impliqué que des acteurs étrangers ont pu s'installer sur le territoire et donc percer le territoire au dépit des chaînes italiennes. Donc le marché est dominé par Auchan, Carrefour et Lidl. Parmi les acteurs italiens, le seul acteur qui est réellement présent partout sur le territoire, du nord jusqu'à la Sicile, c'est Conad, qui a plusieurs typologies de surfaces, donc des plus grandes surfaces et des plus petites surfaces, dépendamment des régions où il va s'installer. Eurospin est le seul discount italien. Et les autres, donc Bennett, Esselunga, Pampanorama, seront présents surtout dans le nord et un peu dans le centre de l'Italie. Esselunga est une chaîne italienne qui n'a qu'une seule typologie de point de vente, qui n'est ni trop grande ni trop petite, et c'est celle qui a la meilleure tenue et la meilleure productivité parmi tous ces acteurs. Elle n'est présente que dans le nord, elle commence un peu une percée dans le centre de l'Italie. Les comportements des consommateurs, et je vais y aller très vite parce que je me suis rendu compte en écoutant les présentations aussi des autres que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ailleurs en Europe. Donc de moins en moins de viande, de plus en plus de fruits et légumes. Dans les produits de la pêche, au cours des 5 dernières années, les familles dépensent de plus en plus dans l'achat de saumon. Donc, qu'est-ce qui influence donc, les comportements des consommateurs? Donc, en général, de 2010 à 2016, la valeur complexive des ventes au détail a toujours diminué d'année en année. Pour ce qui concerne le secteur de la vente de produits alimentaires, on a eu une inversion de tendance. Ce qui s'est passé, c'est plutôt que les Italiens achèteront en moindre quantité, mais en meilleure qualité. Donc, les critères qui vont orienter les choix des consommateurs seront d'abord le rapport qualité-prix. Ensuite, l'origine géographique des produits. On en a parlé beaucoup ce matin. L'Italie est un des pays qui a poussé le plus pour la protection de l'origine des produits pendant les négociations pour le CETA. En fait, un tiers des produits qui ont été protégés dans le CETA sont des produits italiens. Et ensuite, les Italiens sont très, très attentifs à la santé. Donc, et ça aussi, c'est une tendance qu'on a vue même ailleurs en Europe. Les Italiens regarderont beaucoup l'étiquette. Donc, ils choisissent des produits où la valeur de qualité et de respect de l'environnement sont visibles, donc par des certifications notamment. Donc les tendances, c'est le biologique en fait.
Nous venons de le voir et on a vu ça aussi pour la Belgique, les Pays-Bas. Il y a aussi des chaînes spécialisées qui voient le jour partout en Italie. Donc, différemment des autres distributeurs, il y en a tant dans le nord que dans le sud de l'Italie, spécialisés en produits biologiques. Le plus important est le groupe Ecor Naturassi qui qui est basé dans le nord de l'Italie, mais qui a 500 points de vente sur tout le territoire avec 1500 employés pour un chiffre d'affaires de 355 millions d'euros. Il est suivi par Key Group qui a 300 points de vente sur le territoire. Et chaque année, la dépense des Italiens en produits biologiques augmente de 20%. Aussi, dans la grande distribution, l'offre de produits emballés biologiques a augmenté de 60% en moins de 10 ans. Une deuxième tendance, c'est le recours toujours plus fréquent et systématique à la restauration. Et pour ce qui concerne les achats en ligne, en fait, la possibilité donc, de faire des achats de produits agroalimentaires en ligne est assez récente. Mais c'est une pratique qui prend rapidement pied, surtout dans les grandes villes, notamment à Milan, à Rome et à Bologne. Donc l'e-food représente juste le 3% de tous les achats qui se font présentement en ligne en Italie. Mais par rapport à 2016, donc, en 2016, il y a eu une croissance de 30% par rapport à l'année précédente. Et cette année-ci, on a déjà doublé le chiffre de 2016. Donc, c'est vraiment une tendance à suivre. Et enfin, l'ethnique, qui n'est pas à sous-évaluer, parce que les Italiens sont très peu curieux, sont traditionnellement très peu curieux des produits gastronomiques d'ailleurs. En 2015, Milan a accueilli l'exposition universelle qui était beaucoup centrée justement sur l'alimentation et les produits agroalimentaires. Et ce moment a représenté vraiment un tournant important au niveau vraiment de la mentalité des Italiens qui se sont vraiment ouverts, surtout à Milan, qui reste vraiment un pôle de référence. Et donc, voilà, c'est une nouvelle tendance et plus tard, peut-être que j'arriverai à vous le dire. Bon, je vous anticipe ça. Donc, on a fait justement une activité avec le MAPAC. En réalité, 2 activités à Milan et une à Rome qui nous ont vraiment permis de sonder et de nous rendre compte que le public italien est prêt et curieux, prêt à accueillir des nouveaux produits venant du Québec. Donc, c'était 2 apéritifs avec un chef québécois, le chef Mario Julien. On avait 6 entreprises qui étaient présentes avec leurs produits. On avait aussi les boissons Ginkgo. Et on avait l'eau Saint-Justin. Et donc, en fait, ça a fait couler de l'encre pendant... donc, ça a été 2 jours d'activité. Et les journaux en ont parlé pendant plus d'1 mois. Donc, c'est ça, la curiosité est là, l'intérêt est là. C'est vraiment un moment où les tendances commencent un peu à changer. Donc, si on parle d'opportunités et défis, si on parle d'opportunités, on pense évidemment à la ECG. On en a parlé amplement ce matin, donc je n'aurai rien à ajouter là-dessus, sauf pour vous dire que le processus de ratification est en cours en Italie. On s'attend à ce que la ratification ait lieu avant la fin de l'automne. Quant aux obstacles, on l'a vu, donc l'Italie est un pays très décentralisé et avec des grandes différences entre le nord et le sud et avec un fort ancrage régional. Le deuxième obstacle est la langue. En général, l'anglais est considéré la langue des affaires, mais le niveau de l'anglais de votre interlocuteur pourrait ne pas toujours être adapté. Et donc, enfin, cette barrière culturelle, donc cette sorte de protectionnisme alimentaire qui a joué un rôle jusqu'à présent, mais que, donc je vous le disais, commence un peu à changer. Quand on parle d'opportunités, on pense évidemment aux salons internationaux.
au salon spécialisé. J'en ai identifié 4. Chibus se tient, la prochaine édition de Chibus se tiendra à Parme en 2018. Tutto Food est en réalité le plus jeune de ces 4 salons. Il lancera sa 7e édition en 2019, en mai 2019, mais c'est le salon en plus forte croissance, en plus rapide croissance. Et il se prête tant pour les producteurs intéressés au marché italien que pour ceux qui sont plutôt orientés à l'exportation. Sana est donc un salon spécialisé en biologique et naturel. Il se tient chaque année à Bologne depuis 29 ans. Et j'y serai la semaine prochaine, en septembre, justement pour comprendre quelles sont les opportunités à saisir pour le Québec. Et enfin, nous avons le Salone del Gusto qui se tient à Turin tous les 2 ans et qui naît sur l'initiative de Slow Food, qui est beaucoup centré sur la tutelle des petits producteurs, la valorisation des productions locales contre l'homologation des produits et des systèmes de production agroalimentaire. Ça, je vous l'avais dit, c'est l'affiche de notre activité. En fait, c'était des apéritifs Québec, mais en italien, apéro veut aussi dire, c'est aussi une expression de surprise. Donc, on voulait surprendre les Italiens avec les produits québécois. Donc, c'était apéro il Québec. Et voilà, vite, les façons de faire. Donc, avec les Italiens, il vous faudra d'abord et avant tout un esprit ouvert. Une stratégie venant de l'étranger ne fonctionnera jamais correctement en Italie. L'accompagnement, les conseils et l'accompagnement de quelqu'un qui maîtrise les codes italiens et qui connaît les situations locales pourront vous aider à trouver le bon chemin et à sécuriser vos démarches à moyen long terme. Favoriser la relation humaine et l'empathie, mais éviter de parler de politique et éviter également les clichés sur les Italiens parce que ça ne sera pas apprécié. La bonne personne, bon suivi. Avant votre premier rendez-vous, assurez-vous de la présence des personnes clés à la rencontre et ensuite assurez-vous du bon suivi. Souvent, les entrepreneurs, on en parlait ce matin aussi, mais ce qui se passe en Italie aussi, c'est que souvent les entrepreneurs sont au four et au moulin. Donc, le retard dans les suivis ne doit absolument pas être vu comme un manque de volonté. La feuille de route, là aussi, ne soyez pas surpris des délais par rapport à la feuille de route établie. Ceux-ci n'empêcheront pas l'atteinte des objectifs. Et enfin, sachez que les Italiens, face à des problèmes, pensent toujours solution. Donc, soyez flexibles.